Bienvenue en toute franchise 93.9 pendant 1 heure avec nos invités aujourd'hui qui ne sont autres que ceux d'hier parce qu'ils ont accepté de revenir avant leur pause déjeuner de 13 à 14 heures en toute franchise. Donc je rappelle que nous recevons Jean-Paul Garot qui est rapporteur du budget de la justice, ancien juge d'instruction, ancien magistrat, député de la Gironde, Sylvia Brégé qui est à la tête de l'association Criminonet qui fait, j'allais dire, la prévention liée à Internet, à la manipulation d'Internet. Pas uniquement, pas que ça. On a un département cybercriminalité, mais on intervient sur différentes problématiques qui touchent la criminologie. Donc tous les problèmes de violence. On parlait avec les jeunes, mais aussi les adultes, les parents, les professionnels. On met aussi en place des dossiers d'information. On organise des réunions d'échange. Et on a une actualité criminologique toutes les semaines. Les gens s'inscrivent et reçoivent les bonnes nouvelles, malheureusement, entre guillemets, bonnes nouvelles. Les grands faits divers qui ont défrayé la chronique mondiale au niveau du crime toutes les semaines. Voilà. D'accord. Donc nous sommes à nouveau ensemble pendant 1 heure, donc merci d'être revenu nous voir, parce qu'effectivement hier nous avions accordé notre émission plus, on avait un peu axé sur Jean-Paul Garot et sur son métier de député et sur ce qu'il mettait en place et sur ce qu'il essayait d'imposer, j'allais dire, parfois de façon un peu difficile, voilà, pour que les choses avancent et que, alors on avait basé l'émission sur la cybercriminalité puisqu'il fallait bien centrer le débat autour d'un sujet et qu'avec vous Sylvia, il était facile aussi d'aborder ce sujet-là puisque vous travaillez aussi avec la gendarmerie et que vous avez pendant quelques années et même encore beaucoup basé votre travail sur la cybercriminalité. On me fait signe que je dépasse encore une fois. On va marquer une première pause et on se retrouve tout de suite après sur Vivre FM. De retour sur Vivre FM en toute franchise avec nos deux invités du jour, Sylvia Brégé et Jean-Paul Garot. Donc on rappelle Sylvia par contre parce que c'est vrai que c'est un peu, il y a beaucoup de choses finalement au sein de Criminonet. Donc le mieux c'est qu'on donne le site internet, voilà. Et puis ils vont tous dessus et puis comme ça ils pourront savoir pour qui vous pouvez intervenir et ce que vous proposez finalement comme. Alors c'est www.criminonet. Alors comme ça se prononce .com. Voilà, d'accord. Tout à fait. Voilà. Donc alors vous la dernière là aujourd'hui en termes de conférences par exemple auprès du public, vous en êtes où au niveau des conférences vous? Ça dépend de la problématique pour laquelle on nous appelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes au sujet d'Internet, puisque dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi au niveau des parents, il y a des dérives auxquelles les jeunes sont exposés, ou s'exposent eux-mêmes d'ailleurs. On s'aperçoit d'ailleurs que les jeunes ne sont absolument pas au courant de la législation. Pour eux, ils sont mineurs, ils ne risquent rien en cas de problème. On parlait du happy slapping, qui est un problème grandissant aussi, qui consiste à filmer une bagarre et à diffuser sur Internet. On a des choses très graves, même dans les établissements scolaires, des agressions sexuelles qui sont filmées, diffusées, multidiffusées. Ce sont les victimes qui déménagent, ce sont les jeunes qui ont fait ça, qui restent là. Et quand on leur explique que ce qu'ils ont fait, ça, c'est condamnable au niveau de la justice, mais non, puisqu'on est mineur. Donc il y a une mais les parents sont responsables pénalement, non, des agissements de leurs enfants, non? Civilement, pardon. Civilement. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui fait, on va dire, une infraction, un mineur qui fait une infraction sur Internet, les parents sont civilement responsables de l'enfant. Si on parle de téléchargement illégal, par exemple, bon, on parle pas de petit téléchargement, mais de téléchargement important, on sait pertinemment que même si l'enfant est mineur, les parents sont responsables et c'est eux qui paieront les amendes et s'il y a une peine de prison, qui paie cette peine de prison? L'enfant, lui, sera obligé de faire des travaux d'intérêt. Oui, voilà, il y a différentes propositions qui vont être faites par le juge pour l'enfant, effectivement. D'accord. Oui. Alors, vous, Monsieur Garot, lorsque vous occupiez le poste de magistrat, vous étiez à Bordeaux? Non, à Paris? Non, j'étais juge d'instruction à Toulouse, notamment. À Toulouse, voilà. D'accord. C'était vous avez arrêté il y a combien de temps? Ça commence à dater. C'était entre 85 et 92. Mais après, j'étais président de tribunal. Donc, j'ai toujours traité des affaires, évidemment, correctionnelles. J'étais aussi membre de la cour d'assises. J'ai présidé une cour d'assises aussi, en Charente-Maritime.
Et puis ensuite à l'école de la magistrature, bien sûr, c'est moi qui organisait beaucoup d'activités pour les futurs magistrats, relatives bien sûr à toutes ces questions pénales et de criminologie. D'accord. Sylvia, aujourd'hui, alors on va parler quand même de la cybercriminalité, bien évidemment, puisque on avait focalisé les émissions à ce sujet, sur ce sujet-là. Pour vous, quel est le risque le plus important aujourd'hui qu'un enfant peut avoir en fait lorsqu'il va chatter sur Internet, aussi bien sur des chats que sur des alors le blog maintenant est devenu un peu plus désuet. Il a été remplacé par tout ce qui est Facebook, MySpace. Oui. Les problèmes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a divulgation de certaines choses qui sont privées, même si Facebook permet un accès contrôlé, c'est-à-dire que l'enfant accepte ou refuse un contact. Maintenant, c'est toujours les problèmes de droit à l'image aussi. Les mineurs, par exemple, ne savent pas que leurs photos n'ont pas à circuler sur Internet. Il faut l'autorisation écrite des parents, ça les dépasse complètement. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Des parents qui découvrent la photo de leur enfant sur Internet sans qu'ils aient donné leur autorisation sont en mesure de demander qu'on enlève dans un premier temps la photo. Et si jamais, avec une photo, on peut faire beaucoup de choses sur Internet. On peut l'enlever facilement, faire du montage, vidéo, photo, etc. Et à partir de là, demander réparation. Donc, oui, ils s'exposent. Les jeunes s'exposent. Donc, les principaux risques sur Internet, dans les chats, c'est aussi de discuter avec des gens qu'ils connaissent pas forcément, avec lesquels ils vont donner des informations qui peuvent permettre de les identifier. Ce sont aussi des rendez-vous qui sont donnés par des individus, on ne sait pas qui est derrière. Alors, faut pas dire non plus qu'il y a des cyberprédateurs derrière chaque écran, c'est pas le cas, mais il y a quand même pas mal de problèmes à ce niveau-là, notamment de plus en plus des individus qui ne cachent pas leur âge, mais qui demandent aux mineurs de se déshabiller devant la webcam en échange de certaines choses. Et si au bout d'un moment le mineur refuse de faire ça, il y a du chantage. J'ai les photos de toi, j'ai la vidéo, je t'ai enregistré, je peux la diffuser. Et du coup, voilà, il y a tout un stratagème. On a pas mal d'histoires comme ça qui malheureusement progressent. Après, on a tous les problèmes d'usurpation d'identité, les cartes bancaires, etc. Voilà. Maintenant, vous avez eu, vous, en tant que magistrat, des affaires à instruire liées à cette exploitation d'Internet? Alors, pas vraiment, parce qu'à l'époque, ça remonte déjà à pratiquement 20 ans. Donc du coup, Internet n'était pas là. Donc c'est vrai qu'il y a eu une progression terrible en ce qui concerne ces infractions. Et en même temps, il y a un aspect qui est d'autant plus difficile que ça nécessite, bien sûr, pour lutter, des moyens techniques, bien sûr, des moyens procéduraux et une coopération internationale. Parce que là, notre justice était aussi bloquée, tout simplement parce que avant d'envoyer des policiers à l'étranger, il faut des accords de coopération avec les pays en question. C'est hyper compliqué et on n'a pas encore fait l'espace judiciaire européen, tout au moins européen, qu'on devrait faire. Il y a eu des progrès, mais ce n'est pas encore fait. Et là-dessus, en matière de criminalité, je dirais organisée, parce que là, on est international. Il y a des réseaux, bien entendu, par rapport à cela. Là, bon, nous avons fait des progrès, mais il faut continuer. Il reste encore un chemin à parcourir important. Nous, on va marquer une pause en musique et on se retrouve tout de suite après avec nos invités sur Vivre FM. De retour en toute franchise avec nos invités Jean-Paul Garot et Sylvia Brégé. Aujourd'hui, l'émission est plus consacrée à vous, Sylvia Brégé. Bien évidemment, Jean-Paul Garot, vous pouvez intervenir quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, Sylvia, j'avais envie de vous demander, est-ce que à un moment donné, lorsqu'on parle de téléchargement de fichiers pédophiles, par exemple, lorsqu'un pédophile télécharge des fichiers ou envoie des fichiers de mineurs, etc., des fichiers pédophiles, est-ce que on peut dire que on a un passage à l'acte qui va être imminent ou pas en fait? Est-ce que ce serait incitateur de passage à l'acte? Absolument. Est-ce que c'est difficile à dire. Il y a plusieurs rapports. Il y a les rapports qui ont été faits par des individus qui ont interrogé des pédophiles, où les pédophiles ont dit non, moi je suis passé à l'acte, mais je n'ai jamais regardé d'images pédopornographiques. D'autres qui vont vous dire oui, on a visualisé des fichiers pédopornographiques et c'est d'ailleurs à cause de ça que je suis passé à l'acte. Donc là, il faut faire attention parce que c'est un discours qui déresponsabilise totalement l'individu qui est passé à l'acte. Et de l'autre côté, on a des rapports de police et de gendarmerie qui ont arrêté des violeurs d'enfants et en faisant des perquisitions chez eux, se sont aperçus qu'il y avait un gros matériel pédopornographique. Maintenant, de là à dire, est-ce que ce matériel pédopornographique, vidéo ou photo, entraîne un passage à l'acte?
Là aussi, les auteurs, les psychiatres et les psychanalystes ont plusieurs versions. Certains vont nous dire que un pédophile qui regarde ces images va provoquer une excitation qui peut, s'il y a un enfant à proximité, entraîner ce passage à l'acte. Mais aussi d'autres, ça ce sont généralement les pédophiles qui nous le disent, c'est un dérivatif, ça évite justement de commettre l'irréparable. Mais le problème est toujours le même. Ces photos, ces vidéos, ce sont de vraies victimes, ce sont de vrais enfants, de plus en plus jeunes. Donc ça, voilà. Donc c'est très difficile de dire est-ce que Internet, parce que là on parle d'Internet et de ces fichiers que l'on trouve notamment en téléchargement peer-to-peer, est-ce que ils sont ces documents responsables de passage à l'acte pédophile? À l'heure d'aujourd'hui, on peut se permettre de dire oui, mais est-ce que c'est ça qui est à la base? On ne sait pas. Du coup, je me retourne vers vous, Jean-Paul Garot. À un moment donné, tous ces, je veux dire, que ce soit Google, Yahoo, et j'en passe, à un moment donné, ils ont sur leur page, leur moteur de recherche, lorsqu'on lance une recherche, il y a des sites, ils hébergent des sites qui sont des sites pédophiles. À un moment donné, est-ce qu'on peut pas obliger ces hébergeurs à vérifier leur contenu et à les mettre à l'amende si effectivement ils font pas leur boulot et que on se retrouve avec un enfant qui va sur internet en tapant ID ou autre chose et qui tombe sur des photos pédophiles ou pornographiques? Est-ce qu'on c'est pas de la responsabilité de l'hébergeur à un moment donné? Moi, je pense que si, effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors, le seul problème, l'un des problèmes, c'est qu'on se heurte à des barrières qui sont bien au-delà des frontières. C'est-à-dire que pour arriver à bloquer cela, alors que ces sites sont construits, évidemment, c'est pas en France, c'est dans des zones, on ne sait pas trop où d'ailleurs, c'est très compliqué. Et conclusion, pour arriver à mettre la main sur le site lui-même et pour bloquer tout cela, il faut avoir le concours du pays étranger. Et il faut avoir et c'est là, ça reprend d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, où la coopération internationale est en retard, parce que cette technique est allée tellement vite que la coopération judiciaire internationale prend évidemment beaucoup plus de temps. Mais c'est l'idée, c'est effectivement l'idée. Et puis aussi bloquer les sites. Il faut bloquer les sites. C'est-à-dire que par rapport à ça, il faut qu'à partir du moment où un enfant finalement va sur un site de ce type, il faut bloquer le site dès l'accès. Bon, ça c'est une autre méthode, si vous voulez. Il y a la question d'aller chercher celui qui est responsable. Ça, il faut trouver tous les moyens pour bien sûr engager sa responsabilité, mais après il y a l'accès au site qu'il faut absolument bloquer. On peut rappeler aussi au passage que si des parents ou des enfants tombent sur des sites pédophiles ou pédopornographiques, ils peuvent s'adresser au commissariat de police, à la gendarmerie, ou en envoyant un mail. Sur le site du ministère de l'Intérieur, maintenant, l'OCLCTIC gère tous les signalements de ce type. C'est-à-dire tous les signalements. Généralement, quand on tombe sur un site pédophile, on peut être sûr que c'est un site qui est hébergé à l'étranger. Il y en a très très peu en France. Donc voilà, on peut soit effectivement déposer une plainte auprès du commissariat ou encore plus simplement se servir d'Internet. C'est un bel outil quand même. Et aller sur le site du ministère de l'Intérieur pour donner l'adresse et dénoncer. Alors surtout qu'ils éteignent pas l'ordinateur, qu'ils relèvent l'adresse sur laquelle ils sont tombés. Avant d'éteindre l'ordinateur, relever l'adresse, ça servira aux forces de police ou de gendarmerie à essayer de remonter, j'allais dire, le réseau et essayer de mener une enquête, pour retrouver parce que parfois les sites viennent pas forcément de l'étranger. Il y a des pédophiles en France qui s'amusent à télécharger des photos, etc., et en faire des sites perso, etc. Donc ça existe, mais c'est assez rare. Généralement, ils ont une capacité, des connaissances informatiques qui sont très importantes. Ils ont aussi une communauté où ils dialoguent avec des individus qui se trouvent à l'étranger et à partir de là ouvrent des sites qui durent une durée de vie très courte, justement pour éviter des problèmes judiciaires et rouvrent ailleurs. Donc vous parliez de réseau tout à l'heure, effectivement, ça ce sont des réseaux très organisés où il y a une ouverture de sites, parfois des sites payants, pour lesquels on a accès à des images et à des vidéos de viols d'enfants. Ce qui est, faut-il au courant, monsieur le député? Oui. C'est en Norvège, en fait, que la Norvège a mis en place un dispositif de blocage des sites, et ils ont mis en place un dispositif juridique des sites pédophiles. Tout à fait. Et ça marche très bien. Et ça réduit à néant. Donc, ce qu'a fait la Norvège, on pourrait très bien le faire. On peut le faire. Vous allez nous nous expliquer le fonctionnement de la Norvège vis-à-vis de ça. Nous on va marquer une petite pause en musique. On se retrouve tout de suite après sur Vivre FM.
de retour en toute franchise sur Vivre FM. On n'a pas pioché de carte du tout, Sylvia Brégé. Donc cette fois-ci, vous y collez. Et donc ensuite, vous nous expliquerez, Monsieur Garot, le fonctionnement de ce qu'ont mis en place la Norvège. En fait, une carte à me désigner du doigt, celle-ci. Alors. C'est facile. Enfin, c'est facile. C'est pas une question gage. C'est déjà ça. Donnez-nous votre devise, si vous en avez une. Ma devise? Oui. Toujours aller plus loin. Toujours aller plus loin. Oui, donc ça fait surtout dans ce domaine. Ça fait référence à ce que disait hier Monsieur Jean-Paul Garot. La ligne droite. Voilà. C'est la ligne droite. On prend la même route. C'est pareil, voilà. On a bien fait de se rencontrer aujourd'hui. On prend la même route. Vous prenez la même route et toujours tout droit. Toujours tout droit, exactement. J'espère que vous allez faire un bout de chemin ensemble en termes de prévention et en termes de choses que vous allez mettre en place en commun peut-être, puisqu'il s'agit de prévention liées aux enfants. Alors, on parlait de la Norvège. La Norvège, ils ont mis quoi en place? Bien, ils ont mis en place un dispositif à la fois technique et juridique de blocage finalement d'accès au site. Tout simplement. Alors, la technologie, je peux pas vous l'expliquer parce que je suis pas un spécialiste, mais très clairement, quand un enfant ou quiconque est amené à éventuellement ouvrir un site de ce style, pédophile, eh bien, il y a un blocage. Et on ne peut pas le faire. Et on a autorisé la police norvégienne à bloquer le dispositif. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut. Mais je vous indique quand même qu'en France, on a mis en place un office central de répression par rapport à cela, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, et on traite ces affaires finalement selon les mêmes processus que la lutte contre le terrorisme. Je veux dire, parce que donc on y met les moyens. Il y a une prise de conscience totale et on fait en sorte d'y arriver. Donc bon, ça fait partie du budget de la justice qui finance ça ou... Alors la plupart du temps, par rapport à ces techniques, c'est plutôt le budget donc ministère de la Défense ou de l'Intérieur, parce que là on est dans l'enquête. D'accord. Dans l'enquête. Donc l'enquête, c'est la police, c'est la gendarmerie, voilà. Mais après, au niveau du budget, bien entendu, les moyens sont là. Enfin, si vous voulez, je crois que les moyens ont été quand même bien accentués ces dernières années. D'accord. Donc vous nous disiez qu'en fait, en France, on mettrait ça en place peut-être un peu plus tard, on l'avait pas mis en place encore parce que c'est très compliqué dans la mesure où tous ces hébergeurs, j'allais dire, que ce soit Yahoo, Google, il y en a d'autres, il y a quoi, on peut citer Nous, enfin, etc., sont des non pas Nous, non, c'est quoi, c'est les moteurs de recherche, c'est Google. Yahoo. Oui, c'est pas eux en fait. C'est vraiment ceux qui hébergent les sites internet. C'est des hébergeurs. Voilà. Google est un hébergeur. Oui, ou Free. Yahoo aussi, etc. Donc ces hébergeurs-là devraient être responsables du contenu de leur page en fait, et devraient automatiquement faire un nettoyage, j'allais dire. Et peut-être qu'on peut imaginer que lorsque la fameuse police européenne sera créée, peut-être qu'ils seront plus forts, et ils seront plus pour pouvoir. Alors il est prévu justement, c'est en route. Tout ceci doit déboucher. Justement, il y a une charte de bonnes pratiques avec les opérateurs de communication électronique. Et cette charte a été lancée par le ministre de l'Intérieur, par Michel Alliot-Marie, donc en février-mars de cette année, justement pour définir un code de bonne conduite, un code d'éthique, quoi. Et ce code, d'ailleurs, recevra ensuite une application, bien sûr, législative, et toute infraction au code, automatiquement, entraîne... Bon, voilà, je crois qu'il faut, effectivement, avec les opérateurs, trouver ce système, mais je suis persuadé qu'on est... déjà, des choses en sont faites, mais c'est imminent, quoi. Il faut y arriver très vite. Il faut ce sera partie d'un texte de loi qui sera et après, ce sera facilement applicable. Écoutez, vous savez, juste un détail, mais nous faisons en sorte maintenant au Parlement de contrôler l'application de nos lois. C'est-à-dire que le Parlement a une action de législation, mais je crois que l'un des rôles majeurs du Parlement est aussi de vérifier que la législation qui a été votée est appliquée. Et nous avons mis en place ce dispositif. Donc les députés veillent à l'application des lois. Parce que comment ça marche, comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche pour voter une loi? C'est-à-dire que vous allez vous réunir à l'Assemblée nationale, dans des bureaux, vous avez discuté. Alors, si vous voulez, on a d'abord un projet de loi qui est établi par le gouvernement. Ça peut être des députés aussi qui établissent des propositions de loi, mais ils sont un nombre moins important, parce que l'ordre du jour est fixé par le gouvernement, par l'Assemblée. Bon, et
il y a un débat, bien entendu, mais le débat, c'est la phase ultime. Tout est préparé d'abord. Le projet de loi est discuté dans les services techniques des ministères, est présenté en Conseil des ministres, et ensuite, donc, il vient à l'Assemblée, il vient au Sénat, il y a un système de navette, il y a un système d'amendement, mais il est préparé aussi dans les commissions. Et nous sommes les commissions des lois, notamment, à laquelle je fais partie. Bon. Et nous mettons d'ailleurs, nous allons réformer la procédure parlementaire, en plus, on est en plein dans l'actualité, pour faire en sorte que cette procédure parlementaire soit beaucoup plus efficace. Parce que malheureusement, par certains jeux politiciens, il y a de l'obstruction qui se fait, on multiplie des amendements à l'excès, on passe des heures à des choses complètement inintéressantes, ça bloque le processus, donc on est en train de réformer tout cela pour vraiment, tout en discutons entre nous, parce que c'est quand même le temple de la démocratie, il faut discuter, bien évidemment, et c'est important, mais on est en train de réformer tout ça. Donc, si vous voulez, on a cet objectif très pragmatique auquel moi, alors je suis tout à fait partisan. Parce que on va y revenir après avoir marqué une nouvelle pause en musique, mais bon, on en parlera après. On va écouter voilà, parce que c'est un peu long à expliquer, donc on va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après sur Vivre FM. De retour en toute franchise avec nos deux invités, Jean-Paul Garot et Sylvia Brégé. Alors, oui, la question que je voulais vous poser, c'est à un moment donné, puisqu'on parlait de voter des lois, n'est-il pas plus facile de se dire on va d'abord travailler sur le terrain applicatif, en fait, les champs d'application d'une loi qu'on veut voter, plutôt que de commencer à voter une loi et ensuite de se rendre compte qu'elle n'est pas applicable parce que, etc. Alors, quand la loi est prise, bien sûr, elle vient de quelque part. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas comme ça d'une subite intention du législateur. Ça veut dire que ça correspond à une évolution qui a été constatée sur le terrain par rapport à des problèmes bien particuliers. Et là, on traite d'un dossier, alors, si on sur la cybercriminalité. Voilà un sujet. La pédophilie. Voilà. Si on prend par exemple l'affaire Outreau, il y a des lois qui ont été votées après Outreau, qui ont été des lois décidées au moment de la crise. Hein. C'est une crise au niveau de la justice aussi. De dysfonctionnement, voilà. Sur le sujet, excusez-moi, je vous interromps, mais j'étais vice-président de la commission d'enquête sur Outreau. D'accord. Bon. Et donc sur Outreau, on a sorti un rapport dans lequel il y avait 80 préconisations. Bon, bien. Le garde des Sceaux de l'époque a repris quelques dispositions, mais qui, à mon sens, étaient tout à fait insuffisantes. Et le petit texte qui en est sorti n'est pas suffisant. En fait, Outreau nécessite une réforme globale de la justice, une réforme d'ensemble. Bon, et par rapport à cela, voilà. Donc on a fait quelques lois, mais justement on n'a pas fait la loi d'ensemble. Qui réformerait totalement le système, parce que c'est pas si simple que ça, parce que notre système il est pas si mauvais que cela. Il faut faire attention. Non, mais à un moment donné, on se rend compte aussi qu'il y a l'affaire Outreau, et que quelques mois après, moi je le dis parce que je l'ai vécu, je vais donner une conférence en banlieue parisienne, et qu'à un moment donné, il y a un signalement d'une petite fille qui est abusée par sa famille, etc. Et finalement, lorsqu'on veut avoir des détails sur le suivi de l'enquête, finalement, il s'est rien passé parce que le juge d'instruction, le procureur ou le substitut étaient occupés à signer des documents, qu'ils n'avaient pas eu le temps de s'en occuper. À un moment donné, on se dit mince, on a eu l'affaire Outreau, et qu'à un moment donné, lorsqu'on fait un signalement à un procureur ou à un substitut, rien n'avance parce que ils sont occupés à signer les dossiers. Voilà. Alors, d'accord. D'accord. Alors là, on n'est plus dans le domaine législatif. Oui, en fait, on n'est plus dans le domaine législatif. On est dans le domaine du fonctionnement du service public de la justice. On est d'accord. Alors ça, je connais pas trop mal, et je sais très bien comment fonctionne le service public de la justice, et je sais quelles sont les tâches quotidiennes des greffiers, des fonctionnaires de justice, des magistrats, qui effectivement, en règle générale, plient complètement sous la charge. Bon. Donc par rapport à cela, il faut bien dire ce qui est, et c'est vrai qu'il y a eu là aussi un certain nombre de lois qui ont été mises en place, qui ont accentué les procédures, le formalisme. Par souci évidemment d'éviter l'erreur judiciaire, on comprend. Alors on multiplie les formalismes. Conclusion, en multipliant les formalismes, on passe plus de temps sur la forme que sur le fond. Et c'est là qu'on crée l'erreur judiciaire. Outreau, entre guillemets, une petite parenthèse, mais Outreau, c'est l'une des premières applications de la loi sur la présomption d'innocence qui avait été mise en place par Elisabeth Guigou, dans la meilleure des volontés du monde, d'éviter l'erreur judiciaire. Sauf qu'elle a multiplié les procédures et la forme, et que conclusion, le juge Burgot s'en excusait en aucune façon. Mais je veux dire, il a été payé sous la forme. Bien sûr. Et finalement, le juge d'instruction fait plus de forme que de fond. Donc là, ce matin même,
J'étais justement avec des magistrats à la chancellerie, une commission vient d'être mise en place, présidée par monsieur Léger, aux magistrats, a été mise en place par le garde des Sceaux pour simplifier les procédures, rationaliser les procédures. On va gagner du temps, on va gagner de l'argent, et comme ça, on fera mieux son travail. Parce que il faut pas oublier quand même que, pour l'affaire Outreau, il y a des gens qui ont été libérés, mais il y a des gens qui sont restés en prison parce qu'ils étaient responsables aussi. Il y a des gens qui étaient condamnés. Donc, il faut pas oublier que le juge Burgot a aussi fait son travail et qu'il a privilégié effectivement le fait de protéger les enfants en mettant tout. Enfin, moi, c'est mon avis personnel et j'estime qu'il y a eu raison de protéger les enfants, quitte à mettre tout le monde en prison et les victimes, bien sûr. Et à se dire, on met les gens en prison et on va chercher où est le problème et qui a tort, qui a raison, mais avant tout, on protège les victimes et les enfants. Donc après, on dira ce qu'on veut, mais pour moi, j'estime que le juge Burgot avait de toute façon fait son travail. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, Sylvia Brégé, mais il a eu surtout accès à un dossier qui était très difficile parce que dans cette histoire, on a oublié un peu les victimes qui ont vécu des choses tout à fait affreuses, physiquement, psychologiquement. Effectivement, la première chose qui a été mise en demeure, c'est de protéger les victimes, de les éloigner des individus qui leur avaient fait ça. C'est très difficile, malheureusement, d'identifier la dangerosité des uns, la victimologie des autres. Ça manque de formation aussi beaucoup. On parlait tout à l'heure de l'école de la magistrature. Je pense qu'il faudrait former notamment les juges, les avocats, tout ce clivage juridique, à l'écoute de la parole de l'enfant, mais également des agresseurs. Il y a encore tout un travail à faire, mais dans le cas que vous citez, effectivement, les choses ont été faites pour protéger les victimes. Et malheureusement, on les a un petit peu oubliées après, mais après, condamner, jeter des pierres, il faut voir, je pense, toute la structure de l'enquête et du dossier. D'accord. On va changer de sujet. On va pas parler de l'affaire Outreau trop longtemps non plus, mais on va marquer une pause en musique et puis je vais vous demander, avant de me désigner du doigt une nouvelle carte, Sylvia Brégé, une nouvelle carte. Et nous, on se retrouve, le temps qu'elle tire la carte, on se retrouve juste, alors, je vous laisse vous entraîner. La question c'est une question gage. Chantez-nous le refrain d'une chanson pour enfants. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Vous pourrez vous faire aider par Jean-Paul Garot. Nous, on marque une pause musicale. De retour en toute franchise avec Jean-Paul Garot et Sylvia Brégé qui étaient nos invités aujourd'hui. Donc c'était le deuxième et dernier volet de cette émission consacrée à la cyberpédophilie et la cybercriminalité, où nous recevions donc Jean-Paul Garot qui est député de la Gironde, magistrat, ancien juge d'instruction, j'en oublie certainement, veuillez m'excuser. Sylvia Brégé qui est donc au sein de l'association Criminonet et qui fait de la prévention aussi bien sur Internet, sur toutes les infractions liées à Internet et aussi sur la protection des individus. Donc c'est des interventions auprès de tout public, enfants, adolescents, les parents d'élèves, les associations. Criminonet, c'est la protection de l'enfant, du citoyen et des entreprises. Donc comme ça, tout le monde, voilà. Tout public. Donc on rappelle www.criminonet.com si vous voulez des informations liées à cette association. Vous aviez un gage, Sylvia, je n'ai pas oublié, c'était chantez-nous le refrain d'une chanson pour enfants. Voilà. Alors, en fait, j'ai pas envie de faire fuir vos auditeurs. Non, mais juste un morceau, vous en connaissez certainement je suis trop timide pour ça. Je peux vous dire ce que je regardais quand j'étais petite, c'est un bon compromis, ça. Non, ça répond pas à la question. Ça répond. Non, mais en plus, je n'ai aucun souvenir des paroles de... Qu'est-ce que je regardais en plus quand j'étais petite ? Casimir, voilà, bon, voilà, on va pas faire. C'est quoi le générique de Casimir ? Voici venu, je sais plus les paroles. Je connais pas les paroles. Le temps ? Mais enterrez-moi, allez-y. Je peux vous aider. Mais moi, j'étais pas petit du tout, je regardais aussi. Alors, tous les trois, on va le faire tous les trois. Voici venu. Voilà, aidez-moi. Le temps ? De l'île aux enfants. Non, des rires et des chants. Des rires et des chants sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Tu vois, tu le fais très bien. Oui, parce que moi, j'assume parfaitement tu assumes, mon enfance. Ouais, j'ai peut-être un problème de ce côté-là, alors. Je sais pas. Ceci dit, j'étais ravi de vous accueillir en toute franchise sur les 2 journées qu'on a vécues. J'espère qu'on se reverra et que vous reviendrez nous tenir au courant des nouvelles avancées. Monsieur le député. Avec plaisir. Et Sylvia également, qui a abrégé. Donc je vous dis à bientôt. Nous à la semaine prochaine avec de nouveaux
invités et de nouvelles émissions en toute franchise sur Vivre FM.